Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre 19h dans lequel nous reviendrons ce soir sur le premier grand discours du président de la République, Emmanuel Macron, 1h30 devant les chambres du Parlement où le président aura fixé le cap pour son prochain quinquennat. L'analyse en plateau avec le rédacteur en chef du GTM, Pierre Bellucci. L'invité de la rédaction ce soir, c'est la direction de l'association ASBU qui a pour objectif d'accompagner les jeunes talents locaux. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre JTM. Hier, Emmanuel Macron a réuni les deux chambres du Parlement au château de Versailles pour un congrès exceptionnel. Objectif, présenter les grandes lignes de son programme et montrer une nouvelle fois qu'il ne sera pas un président comme les autres. Mais à Mayotte, les avis divergent quant au fond et à la forme. Le point en ouverture de votre journal. 48,3%, c'est le taux de réussite au baccalauréat sur le territoire. Un chiffre très faible, mais qui peut s'expliquer par le contexte difficile auquel ont été confrontés les élèves cette année. Grève, droit de retrait, violence, coupure d'eau, les conditions d'apprentissage n'ont pas toujours été optimum. Explication. Farti Youssouf, jeune Maoré de 16 ans, vient d'être recruté dans le club métropolitain de division d'honneur en Occitanie, un club de football partenaire de celui de Montpellier Hérault, actuellement en Ligue 1. Détecté lors des Jeux des îles de l'océan Indien en 2015, Farti Youssouf est le nouveau grand espoir du football maoré. Reportage. En politique, c'est peut-être le vrai début de son quinquennat. Hier, Emmanuel Macron s'est exprimé devant 900 députés et sénateurs lors d'un congrès organisé au château de Versailles. Le nouveau président de la République a évoqué les grandes lignes de son quinquennat sans entrer dans le détail. 1h30 jugé trop long, trop flou par certains, très convaincant par d'autres. Emmanuel Macron aura tout de même une nouvelle fois imposé sa marque de fabrique. À Mayotte, le personnage et la politique qui sera menée lors des 5 prochaines années divisent. Les réactions dans ce sujet signées Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Hier après-midi à Versailles, le discours du président de la République devant le Congrès aura duré pas moins d'1h40. Réduction du nombre de députés et de sénateurs, introduction d'une dose de proportionnelle, refondation du Conseil économique, social et environnemental, simplification du processus législatif, suppression de la Cour de justice de la République. Emmanuel Macron a une nouvelle fois voulu imposer son style et rompre avec ses prédécesseurs. Néanmoins, le discours et la méthode continuent de faire débat, notamment à Mayotte. Convaincu, oui. Oui, parce que quand même, je vois que c'est un jeune président de la République qui veut justement changer les choses. Donc, j'ai espoir. Pas vraiment convaincu parce que vous savez, ce sont que des annonces. Et puis, vous savez aussi, c'est surtout un président qui essaie d'emboîter le pas. J'allais dire un président plutôt dans une position monarchique qui emboîte le pas à son Premier ministre. Normalement, il devrait d'abord laisser son Premier ministre parler. Faire son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale et puis intervenir derrière. Donc nous constatons que c'est un président qui tâtonne, qui ne sait pas ce qu'il veut. Il était parfaitement dans son rôle, je viens de le dire. Donc il n'a pas éclipsé le Premier ministre puisqu'il n'est pas rentré dans les détails. Donc c'est au Premier ministre aujourd'hui de rentrer plus dans les détails du programme. En attendant d'en connaître davantage sur la manière avec laquelle le gouvernement va appliquer son programme, force est de constater que la question des Outre-mer n'aura été que très peu abordée par le président de la République. Rien d'étonnant pour Abdoul Doukaini. Très peu de discours concernant les Outre-mer, mais ça, on s'y attendait. Parce que pendant la campagne électorale, on savait déjà qu'il ne savait même pas situer l'Outre-mer. On a vu qu'il nous proposait des mesures très ambiguës, qui n'étaient pas du tout adapté aux réalités des Outre-mer. Donc sincèrement, nous n'avons rien retenu à part le fait qu'il va réduire d'un tiers le nombre des parlementaires. Si certains ne croient pas à l'intérêt du président concernant le sort des Outre-mer, pour d'autres, Emmanuel Macron semble à même de changer les choses sur l'ensemble du territoire national. Il a parlé des grandes lignes. Donc tout ce que j'ai pu retenir sur l'Outre-mer, c'est qu'il va mettre un peu plus de moyens
que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Mais il faut vraiment attendre le discours du Premier ministre, le discours de politique générale du Premier ministre aujourd'hui pour avoir plus de détails sur les mesures qui seront mises en place pendant cette mandature concernant la France en général et l'Outre-mer et Mayotte en particulier. Quand il dit qu'il aimerait que les Outre-mer prennent leur envol et puis qu'ils puissent se développer avec leur propre spécificité, donc je ne peux pas m'empêcher de penser directement à Mayotte avec les difficultés qu'on rencontre ici. Et si effectivement le président de la République veut donner la chance aux départements d'Outre-mer de se développer, Mayotte ne peut pas être en reste. En effet, Mayotte a besoin d'un président de la République conscient qu'il est désormais urgent d'agir afin que le 101e département de France n'en possède pas que le nom. À présent, l'analyse de ce grand discours d'Emmanuel Macron avec Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Sani. Pierre, qu'est-ce que l'on doit retenir de ce grand discours d'Emmanuel Macron, pour Mayotte notamment ? Écoutez, pour Mayotte, pas grand-chose. Pour les Outre-mer, on va encore attendre, effectivement. Même aujourd'hui, on a eu effectivement Édouard Philippe qui a détaillé un peu plus le programme. Mais pour les Outre-mer, c'est encore très flou. On sait que c'est rarement dans les discours. L'Outre-mer, malheureusement, les Outre-mer ne prennent jamais une place suffisante dans les discours. Donc, je vais revenir sur Édouard Philippe. Mais dans un premier temps, effectivement, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Un gros coup de com, encore une fois. Il est un expert en communication. Il a vraiment basé sa politique là-dessus dans un premier temps. Il faut se souvenir quand même qu'il était en tête dans les sondages avant même d'avoir dévoilé son programme. C'est vraiment pour dire que le personnage Emmanuel Macron possède une véritable force qui est celle de la communication. Il communique extrêmement bien. Il a voulu une nouvelle fois le montrer. Il a voulu marquer aussi, encore une fois, de son empreinte sa manière de fonctionner. Voilà, c'est son style, c'est le style Macron. Durant les 5 prochaines années, ça sera aimé ou détesté, ça c'est une certitude. Alors, discours de politique générale ce mardi d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Le vote de confiance a eu lieu. Oui, alors vote de confiance, néanmoins, il y a quand même eu beaucoup de voix discordantes, notamment du côté des présidents de groupe. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, bien entendu, qui va, durant ces 5 prochaines années, être l'adversaire politique numéro 1, puisque c'est vrai qu'il y a une sorte de consensus. On a les Républicains qui sont plutôt modérés par rapport à Emmanuel Macron, même si ils ont parlé il y a quelques minutes, une nouvelle fois, ils ont comparé cette politique ambidextre qui est devenue une politique d'ambiguïté. Donc voilà, ils sont absolument pas convaincu par le détail qui a été donné par Édouard Philippe. Maintenant, ce détail, finalement, il ressemble à ce dont on avait entendu durant toute cette campagne, à savoir, effectivement, il va y avoir plusieurs réformes, une grande réforme de la justice, une réforme du baccalauréat dont on va parler dans quelques minutes. Également, au niveau de la santé, beaucoup de nouvelles choses, une hausse du tabac. Il va y avoir également de nouveaux vaccins qui vont être obligatoires. Alors ça risque de faire débat, hein, notamment au sein de la santé, parce que c'est vrai qu'il y a des voix discordantes à ce niveau-là aussi. Ensuite, effectivement, il a annoncé une réforme au niveau de la taxe d'habitation qu'il veut supprimer, au niveau de l'ISF aussi, qu'il veut adapter à la situation. En tout cas, il veut assouplir l'impôt sur la fortune. Également aussi une réforme importante de manière générale sur la fiscalité. On sait qu'il va y avoir une hausse de la CSG. Donc voilà, donc toutes ces choses-là, ils sont revenus. Dans le détail, maintenant, ça reste encore un peu flou. On va voir un peu comment ça va prendre forme dans les prochaines semaines. En tout cas, on sait, il l'a annoncé, Emmanuel Macron, il veut que le dispositif législatif soit assoupli pour que ça aille plus vite, pour que les lois passent rapidement. Effectivement, si dans cette volonté de réformer le pays, il faut absolument que ça aille vite. Donc voilà ce qu'il faut en retenir. Il y a encore énormément de choses, notamment sur l'allocation adulte handicapé qui va augmenter, également sur le minimum vieillesse qui va augmenter. Voilà, toutes ces choses, on y reviendra dans le détail. En tout cas, ce qu'il faut vraiment souligner, je crois, c'est que Emmanuel Macron veut marquer son empreinte. Il veut montrer qu'il est un président pas comme les autres, qu'il gouvernera différemment avec sa jeunesse, avec effectivement cette force de communication. Maintenant, ça risque effectivement d'être un quinquennat mouvementé parce qu'il ne fait pas l'unanimité. Et on aura l'occasion d'en reparler lors de nos prochaines éditions. Merci Pierre pour votre analyse.
Au chapitre scolaire à présent, après les résultats du premier groupe du baccalauréat, le taux de réussite dans le département atteint 48,2% des inscrits, soit 4 points de moins que l'année précédente. Des chiffres qui peuvent notamment s'expliquer par l'année mouvementée vécue par les élèves de Lille. Ce matin, le nouveau secrétaire général du vice-rectorat était l'invité de la matinale de Coésie, l'occasion de faire le bilan de l'année 2016-2017 qui n'aura pas été de tout repos. Le récit avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. 48,2%, c'est le taux de réussite au baccalauréat sur l'ensemble des filières du département en 2017. Un chiffre très loin de ceux des autres départements français et en nette baisse à l'issue du premier tour par rapport à l'année précédente. Néanmoins, cela peut en partie s'expliquer par le contexte difficile dans lequel beaucoup d'élèves ont dû évoluer cette année. Grève, droit de retrait, violence, coupure d'eau. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les conditions d'apprentissage n'ont pas toujours été optimum. C'est autant de facteurs qui, oui, peuvent expliquer ce tassement des résultats. Oui. Bien évidemment, puisque c'est autant de temps où les élèves ne sont pas pris en charge. Donc, on sait qu'une des conditions de la réussite, c'est quand même la prise en charge de nos élèves. Après, on doit s'interroger, après des années de progression linéaire, des résultats sur Mayotte, si... globalement, on n'atteint peut-être pas un palier à l'heure actuelle, avec des caractéristiques de ce territoire qui ne sont pas comparables avec ce qu'on peut avoir en métropole, c'est-à-dire quand même l'accueil des fois d'une population scolaire pour laquelle il n'y a pas de maîtrise réelle de la langue française. Donc un vrai effort à entreprendre par nos équipes, par la communauté éducative, pour les faire progresser. Et le deuxième enseignement quand même de ces résultats du premier groupe, c'est quand même... un nombre de mentions, notamment dans la voie générale, en augmentation substantielle. En effet, ces résultats montrent l'importante hétérogénéité en ce qui concerne le niveau des élèves du département. Des élèves qui, pour beaucoup, ont été confrontés à la violence au sein ou aux abords de l'établissement. En effet, samedi, lors des épreuves du brevet au collège de Passamenti, des bagarres ont à nouveau éclaté, malgré les mesures prises par le vice-rectorat. L'éducation nationale, le vice-rectorat, ne peut pas tout seul. Nous, on prend un certain nombre de mesures, et notamment dans le cas de Passamenti, mais ça a été le cas ailleurs, puisque les phénomènes de violence sur Mayotte ont cette caractéristique-là, d'être mouvants et fluctuants. Donc là, les premières mesures d'urgence qu'on prend dans ces circonstances, c'est de faire aussi appel aux forces de l'ordre pour qu'ils renforcent leur présence. Et puis on a ce qu'on appelle aussi nos équipes mobiles de sécurité qui viennent aussi renforcer une présence dissuasive. Par ailleurs, sur Passamenti, on prend aussi une mesure qui va prendre du temps, puisque c'est le temps dédié aux travaux. Donc ce sont des mesures de sécurité passive, à savoir la réfection ou la rénovation des clôtures et toute une réflexion autour de ces sécurités passives. À la rentrée prochaine, des groupes de travail vont être mis en place afin que le personnel, les parents d'élèves, les associations et les autorités réfléchissent aux mesures à initier pour lutter contre la violence. En effet, la question de la sanctuarisation des établissements revient sur le devant de la scène et réclame des prises de décision concertées. Il y a eu un appel à projet sur tout ce qui est effectivement vidéoprotection, ce qui correspond à un investissement estimé à 1 400 000 €. C'est énorme. Donc oui, c'est énorme. Alors est-ce qu'on se dirige vers une sanctuarisation des établissements? C'est la question que l'on doit se poser. Vous connaissez le collège de Caen, autour duquel on a construit un mur. Est-ce que c'est la direction dans laquelle on veut se diriger? Après, c'est quoi? C'est des choix politiques en fait. Voilà, ça peut être des choix de circonstances. Moi, je viens de la métropole où la menace terroriste est maintenant effectivement prise au sérieux. Là, on n'est pas dans le même schéma à Mayotte, même si ce sont des phénomènes de violence par intrusion, mais on n'est pas dans le cadre de ce qu'on appelle la menace terroriste. Faut vraiment qu'il y ait une réflexion collective autour de cette question de doit-on sanctuariser et comment assure-t-on la sécurité passive de nos établissements? Assurer la sécurité des élèves pour leur permettre d'étudier convenablement, c'est l'un des nombreux défis que devront relever les autorités et ceux dès la rentrée prochaine, prévue à la fin du mois d'août 2017. Et si les difficultés au sein de l'éducation nationale à Mayotte sont multiples en ce moment, il convient de ne pas omettre les actions positives qui sont menées au sein ou à l'extérieur des établissements scolaires. Actuellement, le comité du tourisme de Mayotte accueille une exposition organisée
Tu parles Mayotte Nature Environnement. Elle fait suite à plusieurs concours destinés notamment aux enfants sur le thème des super pouvoirs de la nature. Objectif, mettre en lumière le patrimoine naturel de l'île à travers la fibre artistique des élèves. Écoutons à ce sujet la chargée de communication Mayotte Nature Environnement au micro d'Adèle Laurent. Alors, ce sont des BD qui ont remporté le grand concours qui a été réalisé en avril et mai dernier lors de la fête de la nature. Donc, notre fédération Mayotte Nature Environnement avait organisé un concours bande dessinée sur le thème des super pouvoirs de la nature. Et on a eu plus de 70 bandes dessinées qui nous ont été adressées de la part de tous les établissements scolaires. Donc, on a eu trois jurys professionnels qui ont pris le temps de choisir. Et ils se sont basés sur l'esthétique du dessin, à savoir l'orthographe et aussi la qualité du dessin, sur si ça avait un rapport avec le thème et sur l'originalité du scénario. Donc d'où la première BD gagnante qui rentrait dans le thème, on va dire bien comme il faut, des super pouvoirs dans la nature, et en plus qui était totalement en rapport avec l'actualité, à savoir les élections. Parlons à présent du savon, produit d'hygiène de base, produit du quotidien, en liquide ou en pain, impossible de ne pas l'avoir chez soi. On connaît le savon de Marseille, le savon syrien d'Alep ou bien encore le savon noir du Maroc. Beaucoup moins celui de Mayotte, au frangipanier, au litchi, à la vanille ou bien encore à l'ilang. Une femme est au cœur de sa fabrication, l'artisane Solange Merlot. Elle cuisine dans son atelier des savons pour tous les goûts. Adèle Laurent a eu l'occasion d'entrer dans l'univers de la savonnerie artisanale. Alors, vous êtes chez SMO Cosmétiques dans l'arrière-boutique. On va commencer à faire du savon. C'est comme du savon noir, mais avec des plantes de Mayotte. C'est-à-dire avec le jujube, avec le moringa, avec de la potasse, avec de l'huile d'olive et de l'huile de coco. Il n'y aura pas de colorant, pas de conservateur. Les plantes vont colorer juste le savon et puis garder les propriétés que je vais obtenir. Voilà mon huile. Donc l'huile de coco et l'huile d'olive. Là j'ai préparé le moringa, ce qu'on appelle le mvungue, avec la poudre de jujube. Et je vais l'incorporer à mon huile. Je mélange le tout. Vous voyez déjà que l'huile a changé de couleur et commence à prendre la couleur verte des plantes. Ensuite, je vais incorporer la potasse. Tout doucement, que je vais mettre dans le bol. Après, je vais passer le mixeur pour faire l'émulsion. Je vais mettre le bain-marie en route, puisque ça va cuire au bain-marie, ils sont homogènes. Vous avez la purée qui commence à prendre, et à partir de là, c'est la saponification qui commence. C'est la transformation de l'huile en savon. Je n'ai plus qu'à mettre la couleur, le parfum et puis de donner la forme au savon. Vous savez à peu près tout sur le savon. Il faudra ensuite 3 à 4 semaines d'attente pour que le savon soit utilisable. Bois de santal, frangipanier, jujube, curcuma, aloe vera, eucalyptus, ylang-ylang ou litchi, Solange Merlot incorpore à ses savons des plantes de Mayotte, aux bienfaits variés. Si je mets une plante dans mon savon, c'est que ça a des propriétés. Dans chaque département, dans chaque pays du monde, on a des plantes à proximité pour notre nourriture, on a des plantes à proximité pour nous soigner. Ça serait quand même dommage de passer à côté de toute cette richesse-là. Et surtout Mayotte foisonne de plantes. Donc je crois que c'est très très important quand même de valoriser les plantes qui sont sur place et de ne pas croire que voilà, tout ce qui vient de l'extérieur est meilleur. Qu'on doit amener la population à découvrir pour qu'elle puisse s'approprier ces biens. Antifongiques, antibactériens, assainissants, anti-stress, aphrodisiaques ou anti-inflammatoires, au-delà de leur valeur patrimoniale, les plantes médicinales présentent également des propriétés non négligeables. Et pour l'artisane, comme les danses traditionnelles font partie de la culture mahoraise, la connaissance des plantes devrait également avoir sa place. Et même si elle conçoit ses produits avec passion et avec un savoir-faire éprouvé, l'artisane rencontre des difficultés. C'est difficile, il faut le dire, c'est très difficile. Parce que là, j'ai un local qui est petit, qui ne me permet pas d'étendre mon activité comme je veux parce que les prix sont élevés. Pour la main-d'œuvre, ce n'est pas facile. S'il y avait la possibilité d'avoir des chèques emploi-service
pour pouvoir prendre quelqu'un de façon ponctuelle, si on a un surplus de production ou d'activité, ça serait bien. Pour se développer, c'est compliqué. Pour embaucher, c'est difficile. C'est vraiment le parcours du combattant. Et franchement, parfois, j'ai vraiment envie de baisser les bras, pas parce que j'aime pas ce que je fais, mais simplement parce que les difficultés sont énormes. Des difficultés à surmonter. Demain matin, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Lille organise à cet effet une réunion avec 40 femmes représentatives de tous les secteurs artisanaux de Lille. Objectif, faire le point sur la situation professionnelle de ces artisanes, recenser les difficultés rencontrées, mais aussi faire émerger des propositions. Affaire à suivre. Aider, développer et accompagner le savoir-faire, c'est également leur objectif. Place aux invités de la rédaction. Ce soir, je reçois Nourdine Oumadi et Anissa Atoumani, président de l'association et présidente adjointe de l'association Chama Banki Oussaïdiana Asbu. Bonsoir, messieurs, madame. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quel est l'objectif de votre association, précisément? Notre objectif, en fait, c'est de favoriser les jeunes qui ont des savoir-faire, jeunes et mamans, qui ne savent pas le pratiquer. Ben, nous, on veut les aider à les pratiquer et à créer un emploi pour eux. Il s'agit très clairement d'une banque solidaire, c'est ça? Vous les accompagnez comment? Financièrement? Financièrement et accompagnement vers... comment je me dis ça? Ils veulent entreprendre, c'est ça? Oui, ils veulent entreprendre. D'accord. Anissa, dites-nous combien de jeunes aujourd'hui ont adhéré à votre association? On a 16 jeunes qui sont adhérés dans notre association. Et dans notre association, on a pour but, comme mon président l'a dit, que tous les jeunes qui ont un échec scolaire, de venir, aussi les mamans qui ont une expérience, de venir vers nous et qu'on puisse aider un peu, parce qu'en ce moment, il y a plein de jeunes qui sont au chômage, comme les mamans. Et si on a un savoir-faire, on doit le passer à l'autre. Alors le public accueilli, c'est lequel? C'est vraiment les personnes au chômage et ceux qui sont en situation d'échec scolaire? Les deux. Les deux, on n'a pas de favoritisme pour l'un ou l'autre, on veut travailler avec les deux pour qu'on puisse avancer. On le voit en image justement, le savoir-faire des personnes que vous accueillez au sein de votre structure. Votre structure est toute récente. D'où vous est venue cette initiative? En fait, cette initiative me vient à l'idée. En fait, j'étais parti en métropole pour des études. Je suis venu ici en fin 2010. Et là, j'ai eu quelques soucis pour rentrer dans la vie active. J'ai postulé des emplois et tout, ben j'ai pas eu de réponse, j'ai dû retourner à métropole et je suis revenu en 2011 et voilà, j'avais des mamans et des jeunes qui me disaient avant qu'on avait une association. Du coup, ben ils m'ont proposé de créer une association, mais moi mon but c'était d'aider de travailler. Et je suis parti à métropole, en allant là-bas, j'ai réfléchi à ça, j'ai dit bon, tiens, il y a telle chose que je pourrais faire. Je parlais avec des personnes à la métropole, ils me disent mais ça sera bien, ça, tu adhères ça, ben, ça sera bien. Ben, je fais ça, ben, je suis venu avec les jeunes discuter, ben, voilà, ils ont aimé, donc du coup on a lancé le projet. Quel est le plus difficile justement dans l'accompagnement? Le plus difficile c'est au niveau de l'administration. C'est-à-dire parce qu'il y a aujourd'hui actuellement en fait on a des jeunes qui sont en règle par rapport à tout ce qui est papier et tout. Il y a des jeunes qui ont des savoir-faire mais ne peuvent pas le travailler, ils sont obligés de se cacher pour le pratiquer ou bien de rester en dehors. Donc du coup nous ben, en tant que la SBU on espère collaborer avec la mairie et la mairie, l'AMPE et aussi le conseil général, le conseil départemental aussi, pour qu'on puisse travailler avec tous ces jeunes-là et les grands-mamans. Quels sont les débouchés après être passé justement par votre association?
Pour le moment, vu qu'on va là, on vient juste de le créer, ça fait 2 mois qu'on l'a créé, donc on n'a pas eu trop de bouchage. Là, on a, comme vous avez vu tout à l'heure, là, ce qu'on a pu faire avec des mamans et des papas et des jeunes aussi qui étaient là en faisant ce qu'on appelle un bateau et un grand panier qu'on a exposé sur le 2 ronds-points de Kawini. Cette belle pirogue, justement, est-ce que vous pouvez nous en parler de cette pirogue qui est l'auteur justement de... L'auteur de cette pirogue, c'est moi, le président. En fait, c'était un message. Vous êtes à la baguette. Ouais. En fait, j'ai demandé je parlais vite fait avec des personnes qui sont inscrites dans l'association. Il y en a eu 2-3 personnes qui savaient faire le pirogue. Ils ont dit, tiens, on va faire ça parce que à l'heure actuelle, en tant qu'on est en département, et tous les citoyens se précipitent à aller vite. Et or, vu qu'on veut rentrer dans un département, il faut aller petit à petit. Donc, je me dis, tiens, l'idée d'un pirogue, ça peut refaire l'affaire pour passer un message pour dire à tous les citoyens qu'on peut construire une île petit à petit, mais pas en allant visiter plus les endroits de la pirogue, parce qu'un pêcheur, il va à la pêche, il se dit, bon, je vais à la pêche, pêcher, mais ce n'est pas quelle quantité qu'il peut récupérer. Il peut prendre une, retourner, le lendemain, il peut avoir 3, 4. Donc voilà, c'est l'idée du panier, de la pirogue. Anissa Toumani, dernière question. Est-ce qu'il y aura d'autres expositions qui seront prévues une autre pirogue dans un autre village ou un autre artisanat, peu importe? On l'espère parce que c'est pour cela qu'on a mis en valeur les mamans, les savoir-faire des mamans et les jeunes, parce que tout le monde a une idée mais il a peur de l'exposer. Et nous, on est là pour les aider, pour qu'on puisse montrer, comme mon collègue l'a dit, qu'en étant patient, on peut réussir à tout. Si on est là, c'est pour eux, c'est un avenir qu'on peut développer en étant ensemble, solidaires. Vous espérez justement organiser prochainement des expositions pour mettre en valeur le travail, le savoir-faire justement des personnes que vous accueillez au sein de votre association? Oui, on l'espère, oui. Très prochainement, vous avez une date pour le moment où pour le moment, c'est pas encore fixé. On fait un sondage par tout le quartier et en dehors de notre quartier pour savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on pourra faire notre fois. Merci Anissa Toumani, merci Nourdine Oumadi, président et présidente adjointe de l'association ASBU, d'être passé par notre plateau. Merci, je vous en prie. Très bonne fin de soirée. 19h23 sur KTV, merci d'être avec nous. À suivre dans votre dernière partie du 19h, le nouvel espoir du football mahorais. À seulement 16 ans, il est la nouvelle recrue d'été de l'équipe de Castelnau-Crest, partenaire du club de Ligue 1 Montpellier Hérault. S'il s'agit de Farti Youssouf, mais d'abord le reste de l'actualité de ce mardi 4 juillet, en bref avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Nouvelle disparition inquiétante sur le département. Depuis la nuit du 22 au 23 juin dernier, Marie-André Moudiapin, majeure sous tutelle, a quitté le domicile familial de Sada et n'a plus donné signe de vie. De type réunionnais indien, elle est âgée de 37 ans, mesure environ 1,60 m et porte de longs cheveux noirs. Les recherches engagées par la gendarmerie sont restées pour l'heure infructueuses et inquiètent au plus haut point. Toute information permettant de faire avancer les recherches doit être transmise à la gendarmerie de Sada chargée de l'enquête en composant le 17 ou le 02 69 62 19 22. A noter que Mélissa Oumadi, âgée de 12 ans, a quant à elle été retrouvée saine et sauve. Disparue le 19 juin dernier, soit 3 jours avant Marie-André, l'avis de recherche lancé par les forces de l'ordre a permis de retrouver la jeune fille. Elle a ainsi pu regagner son domicile familial, situé dans le village de Combani. En fin de semaine dernière, la compagnie Corsair avait lancé un appel à ses passagers afin qu'ils anticipent les départs pour Petite Terre. En effet, les enregistrements des vols de 8h35 posaient problème en raison de la déprogrammation des barges de 5h30. Le timing pour barger et gagner l'aéroport était devenu trop court et plusieurs incidents ont été relevés. Toutefois, Corsair négociait toujours avec le STM afin de trouver des solutions. Face à la gronde des voyageurs, la société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte a publié hier sur son site internet le message d'actualité suivant. Afin de permettre aux passagers des vols Corsair International 874 à destination de Paris-Orly de se présenter à l'aéroport dans les délais, le STM met en place une barge qui partira de Mamoudzou tous les mardis, vendredis et dimanches matin à 5h30. De quoi rassurer les voyageurs et permettre aux compagnies aériennes d'assurer correctement leur liaison.
Mayotte accueille actuellement Kadri Mwendadze, basketteur professionnel mahorais de 23 ans formé au club du BCM Amtsa Péré. Parti il y a 7 ans en métropole, il a d'abord fait ses gammes à Cholet avant de devenir professionnel en 2013. L'année passée, il évoluait à Boulogne-sur-Mer en Pro B. Après une saison très réussie sur le plan personnel, il va changer d'air puisqu'il vient de signer un contrat avec l'Orléans Loiret Basket. Ce club qui vient de descendre en Pro B vise une remontée immédiate dans l'élite. Le challenge est donc excellent pour celui qui vient de mettre en place le camp basket Kadri à Mayotte. Son nouveau club s'est d'ailleurs exprimé en ces termes après la signature de Kadri, je cite: « Avec cette ultime signature, l'OLB dispose dorénavant de son 10 majeur pour la saison prochaine. La qualité défensive des dernières recrues devrait imposer une marque de fabrique d'intensité et de combativité à cette OLB 2017-2018, dont l'objectif principal sera de faire vibrer de nouveau le palais des sports. Et Kadri en sera à coup sûr un de ses 10 favoris. » Bientôt 19h30 sur KTV, merci d'être avec nous à nouveau. Il est le nouvel espoir du football mahorais. Du haut de ses 1,80 m, Farti Youssouf entre dans une nouvelle dimension. Le jeune footballeur, gardien de poste, va rejoindre le club de Castelnau-Cresse dans la banlieue de Montpellier au sud de la France. Un club qui évolue en division honneur et entraîné par l'ancien joueur professionnel du Havre et de Montpellier Hérault notamment, Cyril Jeunechamp. Repéré par l'ancien gardien du PSG dans les années 80, Claude Barabé, il s'agit d'une belle consécration pour l'enfant de Kawini et ses entraîneurs. Reportage. Il porte l'espoir de toute une île. Avec ses 1,80 m, Farti Youssouf entre dans la cour des grands. À seulement 16 ans, le jeune gardien de football va rejoindre le club de division d'honneur de Castelnau-Cresse, entraîné par l'ancien joueur professionnel Cyril Jeunechamp. Une véritable fierté. Je réalise que c'est une grande chose pour moi parce que je vais là-bas représenter Mayotte. Représenter aussi la commune de Mamoudzou et ma famille qui ont su me faire confiance. Une fierté aujourd'hui partagée par ses coéquipiers. C'est vraiment beau de le voir en arriver là parce que je suis un jeune de Kaoné aussi, j'habite à côté de lui. Je le voyais jouer à foot dans le quartier. Je ne m'imaginais même pas qu'il viendrait juste à me regarder comme ça. Un talent détecté avec la sélection des 15 ans de Mayotte lors des Jeux des jeunes de l'océan Indien à Madagascar en 2015 par l'ancien gardien professionnel Claude Barabé, aujourd'hui référent de la Fédération française de football dans la zone océan Indien. Une belle reconnaissance pour la ligue locale. Il a beaucoup travaillé, il a beaucoup progressé là-dessus, donc j'ai vraiment confiance en lui et je sais que je ne serai pas déçu. Être repéré depuis la métropole en étant à Mayotte, en s'entraînant à Mayotte, en jouant à Mayotte, c'est une première. C'est une reconnaissance au niveau du travail qui est fait par la direction technique de la Ligue, mais aussi la commission technique qui est là, qui accompagne ces jeunes et qui font un travail formidable. Celui qui a pour référence le gardien de but international allemand Manuel Neuer ne se fixe désormais plus de limites. Mon objectif, c'est de signer un contrat pro, rejoindre un club professionnel. Ça, c'est le rêve de tous les jeunes de Mayotte et dans dehors d'ici aussi. Donc pour moi, ça fait beaucoup de plaisir d'y aller là-bas pour aller montrer mon niveau et tout et mon potentiel que j'ai. Un objectif réalisable d'après son entraîneur. Il a tout pour réussir. Pour moi, qu'est-ce qu'on a besoin pour réussir dans le milieu sportif, le football en question? C'est déjà avoir l'envie. Avoir l'envie. Et ce jeune homme, il a beaucoup de qualités. Il a vraiment l'envie de réussir. J'ai entraîné beaucoup de gardiens, mais celui-là, je sais pas, je trouve pas les mots pour le qualifier. Celui-là, il me présente beaucoup. Donc je suis vraiment fier de le voir là aujourd'hui et je serai encore plus fier de le voir briguer et mettre un maillot dans une équipe pro et de présenter Mayotte. Pourquoi pas de le voir un jour dans la sélection de France. Et c'est tout le mal que l'on souhaite aux jeunes garçons originaires de Kawini. Cela passera notamment par des bonnes performances avec son nouveau club, partenaire du club de Ligue 1 du Montpellier Hérault, ancienne équipe de Toafilou Maolida, grande figure mahoraise du football professionnel.
Et on souhaite une très belle aventure à ce jeune garçon Farti Youssouf dont le départ est prévu pour la métropole la semaine prochaine. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'actualité maroise sur l'infoquezy.fr. Retour de l'information sur KTV demain dès 6h avec le journal radio de Pierre Bellucci. Pour ma part, je vous retrouve à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée à tous.